directrice, chère Marie Blaise, monsieur le vice-président de l'université Emmanuel Finch, mes chers collègues, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi que de pouvoir présenter devant vous la personnalité et l'œuvre de M. Yves Ternon, que j'ai eu le privilège de connaître il y a déjà plus de 3 décennies. Il a conduit avec bonheur une double carrière de médecin et d'historien. En effet, il a été ancien interne des hôpitaux de Paris et ancien chef de clinique chirurgicale de la faculté de médecine de Paris. Il est en exercice hospitalier et universitaire jusqu'en 1975, en exercice libéral comme chirurgien de 1959 à 1997. Il commence ses recherches historiques déjà en 1965. Et ses multiples travaux lui ont permis de soutenir une thèse de doctorat en histoire en 1996 à Paris 4 Sorbonne. Et chez nous, à l'université Paul Valéry, en 2001, une thèse, une habilitation à diriger des travaux. J'aimerais juste faire quelques observations concernant son œuvre et je finirai par une phrase concernant sa personnalité. Si le thème général de l'œuvre de Yves Ternon est celui du génocide, comme concept et comme objet historique, ces nombreuses publications s'articulent en fait sur 3 axes. Premièrement, une étude de la médecine allemande sur le national-socialisme, 3 volumes publiés chez Casterman en collaboration avec le docteur Socrate Hellmann, Histoire de la médecine SS ou le mythe du racisme biologique, le massacre des Arméniens, des théoriciens nazis aux praticiens NSS et la médecine allemande et le national-socialisme. Les métamorphoses du darwinisme, l'auteur y a présenté respectivement les fondements de la médecine tels que l'a concevaient les SS et les crimes commis par les médecins SS au nom du racisme biologique. La mise à mort dans les chambres à gaz, pas tout le monde est au courant de ça, de 1939 à 1941, de plus de 100 000 pensionnaires des asiles d'aliénés allemands. Véritable banc d'essai, entre guillemets, du génocide, l'asservissement du corps médical allemand au national-socialisme, les métamorphoses du principe darwinien de la sélection du plus fort qui ont abouti à l'élimination des races impures, entre guillemets, et des sangs mêlés de la pseudo-race aryenne. Deuxièmement, étude du génocide arménien. Signalons plusieurs ouvrages. Les Arméniens, histoire d'un génocide, les génocides des Arméniens en collaboration avec Chadian, publié à Bruxelles en 1980, enquête sur la négation d'un génocide. L'auteur y a exposé le génocide en abordant aussi l'histoire du peuple arménien jusqu'au XIXe siècle, lorsque l'Empire ottoman devient l'objet de convoitises de l'Europe en reproduisant des documents administrant la preuve du génocide et en enquêtant sur la technique négationniste. Enfin, étude générale des génocides. Un volume de synthèse publié en 1995, L'État criminel, les génocides au XXe siècle. On y trouve un ensemble de réflexions pertinentes sur le concept de génocide dans une perspective juridique, historique et psychologique, une description attentive des génocides du XXe siècle, du génocide arménien, de la Shoah, mais aussi du génocide cambodgien et d'autres massacres génocidaires en Asie, Afrique, Amérique du Sud. Et bien entendu, 12 ans plus tard, l'important livre « Guerre et génocide au XXe siècle ». Par l'ampleur de ses travaux, plusieurs milliers de pages dans une trentaine d'ouvrages personnels ou collectifs, des dizaines d'articles, préfaces, compte rendu, par la solidité de son information, par le sérieux de ses analyses
M. Ternon est devenu un spécialiste reconnu sur le plan international, mondialement, je dirais. Ses livres ont été traduits dans plusieurs langues, bien avant ses soutenances des thèses. J'aimerais juste ajouter un mot sur un ouvrage qui me paraît essentiel pour la compréhension du génocide arménien. Il s'agit d'une histoire de l'Empire ottoman, de l'histoire du déclin, de la chute et de l'effacement de l'Empire ottoman. Il s'agit d'une étude approfondie des 15 dernières années de l'Empire ottoman et des 15 premières années de la Turquie moderne. Cependant, l'auteur ne s'est pas contenté de focaliser ses analyses uniquement sur ces 3 décennies. Sa grille chronologique est beaucoup plus vaste. Avec raison, il brosse le portrait d'un empire multinational et multiethnique pour mieux comprendre les mécanismes de son déclin dans la perspective de l'éveil des nationalités du XIXe siècle. Il s'agit de la fameuse question d'Orient, qui nous est expliquée aussi bien par les révoltes et guerres d'indépendance des chrétiens des Balkans, des Grecs, des Serbes, des Grecs. On aurait souhaité aussi un chapitre pour les Romains. Et bien entendu, le jeu subtil, et notamment au Congrès de Paris en 1856, au Congrès de Berlin en 1878. L'intervention constante des puissances européennes dans ces affaires intérieures, jointe à la rigidité de ces institutions et au développement des nationalismes balkaniques, ont constitué des facteurs majeurs du déclin et de la chute de l'Empire ottoman. Avec pertinence, M. Yves Ternon a su reconstituer les circonstances de la disparition de cet empire et de sa renaissance sous la forme d'une république turque indépendante. Chapitres particuliers sont consacrés au rôle du comité Union et Progrès à celui de Mustafa Kemal. Basé sur une vaste bibliographie, le manuscrit qui compte 235 pages comprend pas moins de 684 notes. Bien structuré et bien rédigé, cet ouvrage fait date s'inscrit aussi dans la continuité de ses précédents travaux consacrés au génocide arménien. L'une des originalités de la démarche de ces travaux, c'est le lien que M. Yves Ternon établit entre l'assassinat collectif et la volonté de le dissimuler. J'aimerais ajouter un dernier mot concernant la personnalité de M. Yves Ternon. Nous avons pu publier avec mon collègue et néanmoins ami Gérard Dédéan un ouvrage intitulé « Du génocide des Arméniens à la Shoah, typologie des massacres du XXe siècle », dans lequel notamment M. Yves Ternon a signé une importante étude comparant le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs. Donc, un dernier mot qui concerne la personnalité lumineuse, douée d'un grand charisme, car M. Ternon est un esprit exigeant vis-à-vis de lui-même, mais d'une grande ouverture de pensée. J'ai constaté et admiré cet aspect dès notre première conférence commune qui a eu lieu à Arles le 9 février 1996. Quand j'y pense, je suis, mesdames et messieurs, ému devant vous, car tout le public très nombreux qui s'est retrouvé au lycée, au gymnase L'Amour, pour une conférence intitulée « Génocide, plusieurs points, mémoire et vigilance », et bien tout le public s'est levé pour applaudir. Et ce que nous devons faire maintenant est remercier notre cher ami, M. Yves Ternon. Merci Carole. Je suis très gêné de tout cela, ému, très ému. Mais malheureusement, le thème que je dois traiter me demande une émotion permanente et je vais commencer. Génocide, une infraction au droit pénal international. Ce mot signifie la destruction programmée d'un groupe humain dont les membres sont tués sans distinction d'âge ni de sexe pour leur appartenance à ce groupe.
Il appartient donc à un juge d'inculper un individu pour crime de génocide. Mais il appartient aussi aux historiens de qualifier ou non un meurtre de masse de génocide en se basant sur une documentation irréfutable. Le mot génocide a germé pendant plus de 20 ans dans la tête d'un jeune Polonais de 21 ans, Raphaël Lemkin, présent aux audiences du procès de Soromon-Tellurian à Berlin. Bien qu'il ignore l'opération Némésis, il souligne l'incohérence d'un procès fait à un justicier qui a tué le responsable de l'assassinat de plus d'1 million de personnes. Il demeure obsédé par ce concept de destruction d'un groupe humain. Devenu juriste international, il émigre en Suède en 1939 et accumule une documentation sur les crimes nazis. En 1941, il traverse l'Union soviétique, le Japon, et embarque sur le dernier navire pour les États-Unis, où il est accueilli par des collègues juristes américains. En 1943, devenu professeur de droit à l'université de Yale, il publie un ouvrage sur les lois d'occupation des puissances de l'Axe en Europe occupée. Le chapitre 9 est intitulé « Génocide », un hybride gréco-latin qui désigne la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. En 1945, il est inclus dans le staff de Robert Jackson, nommé procureur des États-Unis pour le procès qui doit se tenir en Allemagne à Nuremberg. Une conférence se tient à Londres en août pour nommer les infractions dont seront accusés les principaux criminels nazis. Lemkin se heurte alors à un juriste anglais, Lauterpacht, étudiant comme lui à l'université de Lemberg, qui lui oppose un argument. Le droit pénal concerne des individus et non un groupe humain. L'argument porte, et Jackson désigne 4 infractions retenues par le tribunal militaire international de Nuremberg: le plan concerté, le crime contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ces infractions entreront dans le droit pénal international en 1945. Mais le mot génocide est apparu dans l'acte d'accusation du 18 octobre 1945 et a été mentionné plusieurs fois au cours du procès pour désigner l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Aussi, au cours de sa première session, l'Assemblée générale des Nations unies inscrit à son ordre du jour du 11 décembre 1946 la question de la prévention et de la répression du crime de génocide. Au terme de plusieurs travaux de commission, cette Assemblée réunie à Paris le 9 décembre 1948 adopte à l'unanimité une convention internationale sur le crime de génocide dont l'article 1 concerne la prévention et la répression de ce crime. Son article 2 est ainsi formulé: dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, religieux ou racial comme tel. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Après l'adoption de 1948, le mot génocide dépasse les frontières du droit pénal et entre dans le langage courant. Pendant un demi-siècle, il sera utilisé sans la moindre référence à sa formulation juridique et souvent sans une étude conduite par des historiens pour désigner les crimes de masse les plus divers, une vulgarisation qui vidait cette infraction pénale de son sens. Pendant un demi-siècle, il voyage en fait sous le manteau de crimes contre l'humanité, sans que la distinction soit établie par le droit, donc sans qu'un jugement condamne un individu pour génocide. Avant que ce crime de masse ne se rappelle à l'ONU, qui l'instruit dans des tribunaux spéciaux constitués pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. C'est seulement le 18 juillet 1998, avec l'adoption du statut de la Cour pénale internationale, que génocide entre définitivement comme première infraction du droit pénal international. L'article 6 de ce statut, intitulé Crimes de génocide, reprend mot pour mot la définition de l'article 2 de la Convention de 48, alors qu'elle ne mentionne plus l'article 1 de cette Convention sur sa prévention et sa répression, et que l'article 7, Crimes contre l'humanité, détaille et dénombre et détaille 11 crimes dénommés comme tels. La Cour pénale internationale
n'ouvre ses travaux qu'en 2002, et seuls peuvent être inculpés de génocide par le procureur de cette cour des individus ayant commis des crimes après cette date. On peut donc conclure qu'en dehors des 2 tribunaux ad hoc et de quelques juridictions pénales consacrées à un événement singulier, les personnes accusées de génocide n'ont guère été punies au XXe siècle. Il appartenait donc aux historiens de remplir la tâche prescrite par l'article 2 de la Convention de 1948, nommer et analyser les génocides, singulièrement ceux perpétrés au XXe siècle. Ce vaste domaine de recherche fut d'abord exploré par des historiens des Genocide Studies. Cette organisation fut fondée à la fin des années 1970 par Léo Cooper et Israël Charny. Autour d'eux, un groupe de pionniers, en majorité des Américains, des Canadiens, des Australiens et des Israéliens, travaillant d'abord sur l'histoire de la Shoah. Ces pionniers des Genocide Studies se sont centrés d'abord sur l'histoire de la Shoah. Ils ont d'abord souligné l'absence de perception par les nations de la menace que constituait pour les Juifs du monde entier la menace du nationalisme en Allemagne dès la fin de la Première Guerre mondiale. Puis au début des années 80, à l'initiative de 2 historiens américains d'origine arménienne, Richard Hovhannissian et Vaken Dadrian, les Genocide Studies amorcèrent une étude comparée de la Shoah et du génocide des Arméniens, ce qui entraîna la fureur de la Turquie. À l'annonce d'un congrès qui devait se tenir en Israël, où l'on devait parler du génocide des Arméniens, elle menaça les Juifs de Turquie. Cet incident souligne en fait l'importance de comparer 2 crimes apparemment bien différents, mais qui sont des génocides avérés. Les pionniers des Genocide Studies sont les premiers à démontrer la relation directe entre la guerre et le génocide, une guerre levant les obstacles à la perpétration de ce crime par un État criminel. Puis ces chercheurs ont étendu leur étude au-delà de la démonstration de la preuve, une preuve pourtant nécessaire à la qualification d'un crime comme génocide. Dans des centaines de publications, ils ont ainsi nommé des meurtres de masse sans même disposer de preuves au-delà d'un doute raisonnable. Ils ont même élargi le champ de leur recherche à un passé plus lointain, réouvrant en France de vieilles querelles sur les crimes de la Convention en Vendée, alors qu'une étude objective des documents tenant compte des outrances verbales des conventionnaires ne démontre pas qu'un plan d'anéantissement ait été élaboré par la République et que seules 2 des colonnes infernales de Bureau ont perpétré une destruction génocidaire de villages vendéens. Les historiens trouvent dans les crimes du XXe siècle un domaine de recherche où les compétences sont assez nombreuses. Les documents, les témoignages et les quelques procès suffisants pour qualifier avec certitude un événement de génocide, ce qui ouvre pour le XXIe siècle les possibilités de traduire devant la Cour pénale internationale les individus accusés de ce crime. Ils se sont accordés le plus souvent avec les juristes pour nommer 3 crimes perpétrés au XXe siècle, génocide avéré. Dans l'ordre chronologique, le génocide des Arméniens, la Shoah, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ils sont ensuite entendus pour nommer génocide la destruction des Herero et des Nama en 1905 dans la colonie allemande du sud-ouest africain. Mais ils discutent encore sur la qualification d'autres meurtres de masse, comme la famine provoquée en Ukraine 1932-1933, les crimes des Khmers rouges au Cambodge, avant qu'une cour pénale mixte ne condamne des dirigeants Khmers rouges pour génocide. En outre, depuis la création de la Cour pénale internationale et son entrée en fonction en janvier 2002, les historiens analysent singulièrement le processus génocidaire. Cette lecture permet de percevoir la menace et, si possible, de la lever avant qu'une guerre ne rende irréversible la perpétration d'un génocide. Les études sur le crime de génocide ne se limitent certes pas à l'analyse de ces 3 génocides avérés, mais elles s'élargissent avec leur approche comparée. Chacun de ces crimes permet de mieux comprendre leurs points communs en dépit de la singularité de chacun, sans qu'il soit nécessaire de mesurer le degré d'horreur de leur perpétration. Ces points communs sont la volonté de l'État criminel d'anéantir un groupe humain. Il faut préciser que ces groupes sont nommés par l'assassin qui les perçoit comme une menace vitale. En se centrant sur l'étude de ces 3 génocides, on réunit les 4 groupes définis par l'article 2 de la Convention de 1948. Pour le Parti Union et Progrès, le mobile est clair. Les Arméniens étaient un groupe religieux et national. Ce groupe était incompatible avec la religion musulmane
et les Arméniens menaçaient de devenir une nation. En levant cette menace par un génocide, ils ont permis la création de la République de Turquie en 1924. Le bénéfice réel, ce fut un génocide réussi. Les mobiles des deux autres génocides avérés sont fictifs. Les nazis ont assassiné 6 millions de personnes qui, dans leur délire, appartenaient à un groupe racial, les Juifs. Or, il n'y a jamais eu de race dans l'espèce humaine. Certes, la responsabilité de cette erreur scientifique fut partagée par l'Occident européen, qui, à la fin du XIXe siècle, s'est enferré dans une pseudo-science des races. Si cette vérité scientifique a tardé à être reconnue, il n'en reste pas moins que les nazis ont détruit un groupe fictif. Le Hutu Power a également détruit un groupe fictif, l'ethnie Tutsi. Il n'y avait pas d'ethnie au Rwanda. Tutsi et Hutu représentaient des divisions sociales au sein d'une royauté précoloniale, un même peuple partageant la même terre, la même langue, la même religion. Parler, écrire sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman suppose que l'on remplisse certaines conditions. Certes, ce champ d'études fut surtout parcouru par des historiens d'origine arménienne, non seulement parce qu'ils parlaient la langue, mais parce qu'ils honoraient par leur travail la mémoire de leur mort. Mais le crime de génocide concerne toute l'humanité, et nombre d'historiens des génocides des Arméniens ne sont pas arméniens. Pour en parler, il faut d'abord avoir acquis des connaissances sur l'histoire de ce peuple singulier, défini par son alphabet, sa langue, sa religion, une religion singulière dans un Proche-Orient au christianisme multiple. Parler des Arméniens, s'est déroulé des siècles depuis l'Empire ottoman, depuis l'Empire romain d'Orient. Les Arméniens du Balkan oriental résistent aux invasions. Puis après une invasion turque, une partie émigre en Cilicie, où un royaume arménien accueille les croisés. Après la chute de Constantinople et la création de l'Empire ottoman, chrétiens sous domination musulmane, dignes, contraints plus que protégés, les Arméniens participent au développement économique de cet empire. Lorsque son expansion territoriale s'arrête aux portes de Vienne et que s'amorce le déclin ottoman, les Arméniens des provinces orientales subissent la double oppression d'une administration ottomane corrompue et des tribus kurdes nomades. Les multiples appels au sultan demeurant sans réponse, les responsables arméniens s'adressent à l'Europe qui ne contraint pas le sultan à opérer les réformes demandées. Les massacres perpétrés de 1894 à 1896 par le sultan Abdulhamid indignent l'Europe qui stigmatise le sultan rouge sans cependant intervenir militairement. Homme malade de l'Europe, l'Empire ottoman agonise, l'opposition au sultan se développe. Un bref moment, les Arméniens opposants se retrouvent dans le même camp, mais les différences restent profondes. Le comité Union et Progrès, qui prend le pouvoir en 1908 à la faveur de la Seconde Guerre des Balkans, est une organisation nationaliste turque qui prône l'avènement d'une grande Turquie débarrassée des minorités chrétiennes, jugées non assimilables dans cet État. Les massacres de Cilicie en 1909, qui prennent une forme génocidaire, confirment cette rupture. En février 1914, la demande persistante de réforme formulée par les Arméniens avec le soutien de la Russie exaspère les jeunes Turcs qui perçoivent la menace d'une indépendance arménienne comme vitale. Alors commence un processus génocidaire qui se déroule inexorablement au cours de la Première Guerre mondiale. Lorsque la guerre menace d'être perdue par les Turcs avec l'entrée des Alliés dans les détroits, éliminer les Arméniens de l'Empire ottoman devient une priorité et une urgence. Du 24 avril 1915 à la fin de 1916, la majorité des Arméniens de l'Empire sont assassinés. C'est un génocide au mobile clair. Les Arméniens représentaient pour les jeunes Turcs un groupe religieux et une menace d'indépendance nationale. Comprendre le génocide des Arméniens, c'est pénétrer la volonté criminelle du comité Union et Progrès. Dès que la décision est prise, dans la panique et dans l'urgence, ils amorcent la destruction des Arméniens, puis la structure, toujours avec la volonté d'en détruire le maximum. Les jeunes Turcs étaient non seulement des assassins, mais des voleurs, qui s'emparèrent de tous les biens de ce peuple, de ses terres, de ses églises, de ses monastères, biens mobiliers et immobiliers. Dans une pratique insolente du mensonge, ils maquillèrent leurs crimes en mesure de protection d'une population menacée par une invasion russe.
Ils ne purent y parvenir puisque des centaines de milliers de cadavres arméniens jonchèrent les plaines d'Anatolie et les rives de l'Euphrate. On ne saurait comprendre ce génocide sans analyser ce que fut de 1912 à 1918 ce régime de jeunes Turcs qui transforme brutalement les persécutions des massacres musulmans ottomans en un génocide à peine programmé et exécuté dans l'urgence. La récente biographie de Talat illustre cette transformation brutale d'un programme nationaliste en une nécessité de génocide des citoyens arméniens de l'Empire. En 1918, l'Angleterre signe avec l'Empire ottoman agonisant un armistice qui permet à l'armée turque en déroute de se replier en Anatolie. Elle va se doter d'un chef compétent et achever le travail d'expulsion des survivants arméniens en abolissant le dernier espoir de maintenir une présence arménienne en Cilicie. En 1924, peut-être 23, je me rappelle plus, l'armée turque négocie avec la France le honteux traité d'Angora qui lève toute protection par la France des Arméniens survivants en Anatolie en échange des garanties pour la Syrie. Dès lors, s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du génocide, celle des survivants. Une histoire inépuisable, puisqu'elle se transmet de génération en génération. Une mémoire vigilante qui refuse de céder sur la nécessité pour la Turquie de reconnaître le génocide de 1915. La volonté d'en finir avec les Arméniens, cette fièvre génocidaire turque s'est transmise à l'Azerbaïdjan. Les dirigeants de ce pays viennent, dans l'indifférence des nations, d'expulser de leur terre ancestrale les Arméniens de l'Artsakh et menacent de poursuivre leur travail de destruction des Arméniens du Caucase avec le soutien plus discret de la Turquie, toujours verrouillée dans sa négation. L'histoire du génocide des Arméniens est liée à celle des autres communautés chrétiennes de l'Empire ottoman, singulièrement des Grecs, eux aussi contraints de quitter, après plus de 20 siècles de présence, le territoire d'un État turc fondé en 1923, dont la constitution réduit à une misérable présence des communautés chrétiennes. Parler et écrire sur la destruction des Juifs dans l'Europe et l'URSS occupée par les nazis, c'est étudier une même histoire sous des angles différents. D'abord connaître 2000 ans d'histoire juive depuis la destruction du deuxième temple par les Romains en 587. Une histoire marquée par la haine des chrétiens pour les Juifs, d'avoir demandé la mort du Christ. Alors que ce peuple en diaspora voulait seulement préserver son identité religieuse, il fut persécuté en tout lieu, chassé d'un pays d'accueil, enfermé dans des ghettos, assassiné par des bandes de pèlerins fanatiques, condamné à l'errance avec de rares moments de partage culturel avec des chrétiens comme dans le royaume polonais-lituanien et l'Espagne des trois religions. En terre musulmane, relégués comme les chrétiens au statut de dhimmi, une longue histoire d'exclusion qui transforme le juif dans le regard des autres religions en une personne différente, à la fois méprisée et crainte. Puis, à la fin du XIXe siècle, se développe en Europe occidentale une théorie prétendument scientifique, la science des races humaines. Fondée sur les différentes apparences physiques entre les êtres humains, elle se transforme rapidement, le plus souvent pour des fins politiques, en une différence de qualité, race supérieure et race inférieure. Cette tragique erreur scientifique coûta la vie à des dizaines de millions d'êtres humains, alors qu'il est prouvé aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de race dans l'espèce humaine et qu'en dépit de leurs différentes apparences, tous les humains ne sont qu'une même espèce reproductive. Parler de la Shoah, écrire sur la Shoah, c'est analyser la montée du national-socialisme dans l'Allemagne de Weimar de 1919 à janvier 1933. Une Allemagne humiliée par le traité de Versailles, alors qu'il n'avait jamais été occupé sur son territoire par une armée alliée pendant la Première Guerre mondiale. Une Allemagne qui vit se développer une extrême droite fanatique, un développement qui suit la situation économique du pays, une extrême droite qui se dote d'un leader fanatique habité par une haine pathologique des Juifs. La communauté juive allemande est pourtant intégrée dans la société, mais tout se transforme peu à peu lorsqu'elle est désignée par le Parti national-socialiste comme bouc émissaire, responsable de tous les malheurs de l'Allemagne depuis des décennies. Cette montée inexorable de la haine des Juifs s'épanouira de 1933 à 1939 dans l'Allemagne nazie,
à la fois par leur exclusion de la nation allemande et par des mesures drastiques qui ne cessent de les persécuter. Comment s'en débarrasser devient l'obsession des nazis et singulièrement de l'organisation SS. Les étapes se succèdent, les dépouiller, puis les contraindre à émigrer. Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie. Puis en 1939, avec l'invasion de la Pologne et la guerre mondiale, les massacrer ou les enfermer dans des ghettos. La guerre avec l'Union soviétique, le 22 juin 1941, et les progrès rapides de l'armée allemande posent aux nazis un nouveau problème. Que faire d'une population juive de plus en plus nombreuse? Dès juillet, une solution s'impose à l'administration nazie et à l'organisation SS. Les tuer tous. Alors commence le génocide des Juifs. Mais comment les tuer de la façon la plus radicale? Les fusillades dans des fossés sont mal supportées par les soldats allemands. Les camions à gaz ne contiennent que quelques centaines de personnes. D'autre part, les nazis veulent profiter de la guerre pour régler définitivement la question juive, vider l'Europe qu'ils occupent de tous ces juifs, du nord de la Norvège aux îles grecques. Ils décident de les transférer en Pologne, où sont construits des centres d'extermination par le monoxyde de carbone. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka. Puis devant le besoin croissant de main-d'œuvre, une autre solution est proposée, la sélection à l'arrivée des convois déportés à Auschwitz et Majdanek, avec un autre gaz, le Zyklon B, une industrie perfectionnée de l'extermination, toujours le souci d'améliorer les techniques de mise à mort, chambres à gaz et fours crématoires. En avril 1945, alors que l'Allemagne nazie agonise, les fanatiques excès comme Hitler sont persuadés qu'il faut tuer les derniers juifs survivants, car ils restent une menace pour le peuple allemand. Cette folie criminelle, aujourd'hui révélée au monde entier, preuves irréfutables à l'appui, confère à la Shoah une image tellement monstrueuse qu'on ne pouvait imaginer qu'il y eut un crime de même nature au XXe siècle. Ce fut un crime de génocide comme le fut en 1915 le génocide des Arméniens, perpétré, lui, pour un mobile national et religieux. Contrairement à la Shoah, ce génocide fut réussi, un génocide nié. Bien au contraire, à l'exception de quelques maniaques animés par la haine des Juifs, la Shoah que les anglo-saxons nomment d'Holocauste est universellement reconnue comme un génocide. Les preuves sont fondées sur les témoignages des assassins et des survivants, sur des procès et des tonnes d'archives que l'historien ne cesse de dépouiller. Pour comprendre les génocides du XXe siècle, il faut aussi inclure le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda d'avril à juillet 1994. Ce génocide n'aurait jamais dû avoir lieu. La comparaison avec le génocide des Arméniens et la Shoah montre que, loin d'être un de ces conflits interethniques dont le racisme européen balaie avec mépris le continent africain, ce crime, soigneusement planifié par un parti totalitaire, est frappé du sceau de la modernité. Il est la conséquence directe d'une vision ethnique de l'histoire du Rwanda, vision développée par la Belgique. En 1922, la Société des Nations attribue à la Belgique un mandat de type B sur le Rwanda-Urundi, mandat qui la charge d'administrer ce pays. En 1928, l'administration coloniale supprime les hiérarchies lignagères qui, depuis des siècles, assuraient la cohésion de la monarchie rwandaise et divisaient le peuple rwandais en deux groupes, pour développer un mythe racial, réduisant une société complexe à une lutte entre deux races. L'administration belge, aidée par des missionnaires catholiques soucieux de convertir le peuple rwandais, contribue à la rédaction d'une histoire imaginaire du Rwanda. Les Tutsis seraient des pasteurs venus d'Éthiopie et d'Égypte, avec leur culture. C'est ainsi que le champ social du Rwanda fut investi par des idéologies racistes que l'on fit passer pour des faits historiques. Pour ratifier cette représentation ethnique, l'administration belge décide d'enregistrer dans un livret d'identité l'appartenance au groupe Hutu et au groupe Tutsi. 15% se déclarent Tutsi, 85% Hutu. En fait, l'élite Tutsi, qui bénéficie du soutien de l'administration belge, ne représente que 80 000 personnes, alors que les 250 000 autres Tutsis ne sont que des paysans pauvres, comme la majorité des Hutus. Cette mutation, opérée par le colonialisme,
D'une identité lignagère à une identité ethnique se transmet d'une génération à la suivante. Elle est la cause première du génocide des Tutsis. Le cycle des massacres est inauguré en novembre 1959, bien avant l'indépendance de 1962, alors que l'administration belge, afin d'améliorer la passation du pouvoir à une république rwandaise, se prononce en faveur du groupe majoritaire Hutu et inverse le discours ethnique, les Tutsis deviennent une minorité d'envahisseurs. Dès l'indépendance, le Parti Hutu, qui en 1969 dirige la Première République, exprime ouvertement sa volonté d'exclure les Tutsis, facilement identifiables par leur carte d'identité. Les massacres des Tutsis ont en fait commencé à la fin de 1964. En 7 ans, plus de 20 000 Tutsis ont été tués, plus de 300 000 ont quitté le Rwanda. Après le coup d'État de juillet 1973, dirigé par Juvenal Habyarimana, le Rwanda devient un État centralisé à parti unique. Après avoir amorcé un processus de réconciliation nationale, le régime reprend sa discrimination à l'égard des Tutsis, mais il est contraint d'accepter le pluralisme démocratique au sommet africain de la Gaule en juin 1990. En juillet, une attaque du Front patriotique rwandais à majorité des Tutsis du Rwanda va accélérer le processus génocidaire et la création en 1993 de l'instrument qui planifie le génocide, le Hutu Power. La guerre civile est la cause et le prétexte d'une propagande de haine et de peur dont le but est de développer la prise de conscience identitaire de la population Hutu. Des messages de haine véhiculés en Kinyarwanda d'abord par la presse, puis par la radio des Mille Collines à partir d'avril 1991. Cette propagande présente les Tutsis comme une race. Il y a une différence entre le groupe ethnique Hutu et le groupe hamitique Tutsi. Cette guerre facilite le recrutement de milices qui, comme l'organisation spéciale des jeunes Turcs et la SS des nazis, seront le bras armé du génocide. Le parti au pouvoir transforme des mouvements de jeunesse en un groupe armé de machettes, les Interalliés, ceux qui guettent. Le vocabulaire utilisé pour faire appel au meurtre fait référence à la vie quotidienne des paysans, défrichage, débroussaillage, arrachage de mauvaises herbes. La situation économique du Rwanda devenant de plus en plus catastrophique avec la guerre, les pays donateurs, dont la France, imposent au président Habyarimana de signer le 4 août 1993 un traité de paix qui prévoit l'instauration au Rwanda d'un état de droit. Les partis radicaux Hutus exclus de ce pouvoir intensifient le recrutement de milices. Les Nations Unies, qui contrôlent l'application de l'accord du 4 août, envoient une forme de maintien de la paix commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Celui-ci prévient dès janvier 1994 de l'imminence d'un massacre des Tutsis, également annoncé par des diplomates et des organisations humanitaires, et aussi par les futurs perpétrateurs du génocide. Le 4 avril, le général Bagosora, futur chef du gouvernement génocidaire, déclare que la seule solution possible serait l'extermination des Tutsis. Les massacres commencent dès la soirée du 6 avril, moins d'une heure après que l'avion présidentiel ait été abattu, alors qu'il se préparait à atterrir à Kigali. Les premières victimes sont avec les Tutsis, des Hutus membres du gouvernement et des partis politiques opposés au Hutu Power. Le génocide sera perpétré jusqu'au 17 juillet 1994. Négationnisme. La négation est tissée avec le génocide. Elle peut être considérée comme une composante, relative certes, mais nécessaire du génocide. Elle est en fait la phase finale de ce crime. Ceux qui nient le génocide ne sont pas toujours les auteurs. La négation peut être le fait d'un État, de gouvernements qui refusent de porter le fardeau d'un génocide et qui craignent d'être impliqués comme complices. Ailleurs, c'est une idéologie ou une politique, voire un simple intérêt économique qui conduit des individus, des partis ou des groupes de pression à nier l'existence d'un génocide. L'histoire de cette négation s'ordonne autour du rejet de l'évidence du génocide des Juifs d'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le négationnisme est un mensonge. Il ne se fonde ni sur un doute légitime, ni sur une interprétation des textes permettant de réviser une vérité établie, mais sur une manipulation perverse et malveillante, élaborée en doctrine.
La négation du génocide des Arméniens s'inscrit dans un cadre spécifique. Elle est amorcée avant le crime, organisée par le crime, reprise en héritage par les héritiers de l'État criminel et préservée avec acharnement, quels que soient les tumultes qu'elle engendre. Ici, l'argumentaire négationniste se fonde essentiellement sur le rejet de l'intention criminelle qui, les négateurs le savent bien, est constitutive du crime de génocide. La manœuvre consiste à reconnaître une partie des faits et à le justifier par la situation de guerre. La déportation était une mesure légale de transfert de population, de nombreuses personnes sont mortes, victimes d'épidémies, des conditions climatiques rigoureuses et de l'attaque des convois par des bandes incontrôlées. Cette reconnaissance d'une partie d'évidence déplace le point d'application du négationnisme. La victimisation est en partie reconnue, seule est niée la planification du meurtre de masse. Lorsque la dénégation porte seulement sur la volonté d'anéantissement et qu'elle est conduite par un État souverain, le négationnisme s'enferme dans un bastion plus difficile à enlever. Le négationnisme d'État est donc un phénomène singulier propre à la Turquie. Dès sa commission, le crime a été nié. En 1915, le gouvernement ottoman trace sa ligne de défense. Il affirme la responsabilité première du mouvement révolutionnaire arménien et la légitimité de la déportation que nécessite cette révolte. Alors qu'il n'y a pas la moindre preuve d'un complot. Cette ligne est cependant rompue en 1919-1920 lorsque se tiennent les procès de Constantinople. Pour protéger le peuple turc, les gouvernements ottomans qui succèdent au Comité Union et Progrès accusent celui-ci d'avoir conçu et exécuté le crime, mais ils continuent à souligner la responsabilité du mouvement révolutionnaire arménien. Puis le vent tourne. Le mouvement kémaliste s'impose ses conditions aux vainqueurs de la Grande Guerre qui n'ont pas les moyens de le combattre. Les kémalistes rétablissent la première version des événements en centrant leur argumentation sur la trahison arménienne. Introduction du mot génocide dans le vocabulaire juridique international change la donne. La Turquie a signé la Convention de 1948 et, pour ne pas reconnaître le génocide arménien, elle se focalise sur le rejet de l'intention criminelle. Tandis qu'à partir de 1965, 50e anniversaire du génocide, la diaspora arménienne exige sa reconnaissance par la Turquie, celle-ci se voit contrainte d'élargir le cercle de sa négation. Alors s'ouvre la phase proprement négationniste du déni turc. Le négationnisme est soutenu par un État souverain qui s'oppose par le chantage ou la menace à tous ceux, individus ou États, qui récusent cette version des faits. Sa version des faits. La doctrine négationniste pénètre l'université turque, où des laboratoires de désinformation rédigent des textes centrés sur la thèse du complot. Les Arméniens ont fabriqué des faux. L'universitaire se pose alors en homme de science. Il souligne l'extrême gravité de l'accusation de génocide. Il affirme volontiers que cette qualification ne s'applique qu'à la Shoah. Il déclare que le prétendu génocide arménien reste un sujet controversé et il demande l'ouverture d'un débat d'historiens, un argumentaire repris jusqu'à aujourd'hui par le gouvernement. En Turquie, ce déni est devenu une institution. Après une longue période de tentatives diplomatiques à l'ONU et au Parlement européen pour rejeter toute allusion au génocide des Arméniens, de 1970 à 1987, la Turquie, cernée de toutes parts par la reconnaissance de génocide qui se multiplie à travers le monde, s'enferme dans une défense de plus en plus incohérente. Tous les moyens sont bons. L'un des plus anciens, des plus berbères, consiste à se poser en défenseur de l'unicité du génocide de Juifs. En prétendant avoir été les victimes d'un génocide, les Arméniens sont accusés d'attenter à la mémoire de la Shoah. Pourtant, le dossier des historiens n'a cessé de s'étoffer. Le génocide est prouvé par une documentation telle que l'évidence n'est pas contestable. Plus la preuve de l'intention criminelle est établie, plus la négation turque revêt des formes extrêmes. Elle tombe finalement dans le renversement de sens. Ce sont les Arméniens qui ont perpétré un génocide des Turcs. Lorsque les communautés arméniennes demandent au Parlement et aux municipalités de reconnaître le génocide, la diplomatie turque s'agite, tempête et menace, rendant coup sur coup. La promulgation par la France d'une loi déclarative reconnaissant le génocide arménien le 29 janvier
2001 déchaîne en Turquie une rage négationniste. Les épisodes marquant les rebondissements du négationnisme se multiplient avec une fréquence d'autant plus grande que la position turque devient intenable. Sur Internet, la négation est orchestrée par la Turquie et soutenue par des universitaires qui en modulent la formulation afin de rendre le propos plus crédible à des internautes mal informés. On trouve sur ces sites le même lot de mensonges, présentés sous des titres divers, dont la principale mouture, allégation arménienne et faits historiques, ne diffère guère des arguments avancés par la Sublime. La Sublime porte en 1916 et repris dans les années 80 sous la forme d'10 questions, 10 réponses. D'autres sites consacrés à la Turquie accordent une place importante à la propagande négationniste. Celle-ci se fait dans la langue du pays où le site est installé. En fait, le principal instrument de propagande et le moteur de recherche. Un internaute désireux de s'informer sur le génocide des Arméniens aboutit régulièrement à des signes négationnistes. Rassurez-vous, je voudrais terminer sur un constat. Depuis le remarquable travail de mémoire amorcé dès 1990 par Aram Adonian, de 1920 par Aram Adonian, les historiens du génocide arménien n'ont jamais interrompu leurs travaux et ils continueront à les poursuivre, accumulant des preuves de plus en plus accablantes. Il en est de même pour les historiens de la Shoah. La documentation sur ce génocide semble inépuisable. Et pour les historiens du génocide des Tutsis, alors que plusieurs poursuites judiciaires sont encore en cours, À ce propos, on ne peut que regretter que le négationnisme turc ait affecté le mémorial de Kigali, où la salle consacrée au génocide des Arméniens a été fermée à la demande de la Turquie. Au XXIe siècle, les processus génocidaires sont amorcés. Je ne parle pas seulement de l'ours ukrainien qui grignote le sud de l'Ukraine et perpètre une russification des enfants ukrainiens, ce qui, selon le paragraphe 5 de l'article 2 de la Convention 48, est un crime de génocide. Mais aussi d'autres processus génocidaires en cours sur notre planète. Au Soudan, l'affrontement de 2 généraux a anéanti Khartoum, vide le pays de sa population, tandis que les habitants du Darfour sont depuis plusieurs décennies régulièrement massacrés. En Birmanie, aujourd'hui ravagée par un séisme, les généraux au pouvoir continuent à détruire des minorités ethniques et singulièrement les Rohingyas. En Chine, les Ouïghours sont menacés d'extinction. Dans les déserts autour de Derzor, de sinistres mémoires pour les Arméniens, des groupes djihadistes se reconstituent, menaçant en particulier les Yézidis du Sinjar, qui jadis ont accueilli les survivants du génocide des Arméniens. Le temps est venu, pour les historiens du génocide, de se consacrer plus que jamais à l'étude des processus génocidaires et, si je puis me permettre cet oxymore, d'être aussi des historiens du futur. Je vous remercie de m'avoir offert l'occasion de résumer les travaux sur le